Sans moi, elle serait sans abri. La voix de mon père a résonné si fort dans la salle d'audience que même la sténographe judiciaire a cessé de taper pendant une demi-seconde. Quelques personnes ont ri. Je n'ai pas levé les yeux. J'ai juste gardé mes mains jointes sur mes genoux et j'ai fixé la balustrade en bois usé devant moi tandis que le vieux ventilateur de plafond tournait paresseusement au-dessus de ma tête. Savannah Summers avait le don de rendre chaque pièce étouffante, même un tribunal de comté. Puis le juge Whitmore m'a regardé directement. Pas mon avocat, pas mon père, moi. Et d'une voix si calme qu'elle m'a presque effrayé, il a demandé, « Alors, ils ne savent vraiment pas ?» Le silence s'est fait dans la pièce. L'avocat de mon père a cligné des yeux fortement. « Votre honneur, savoir quoi ?» Le juge Whitmore s'est lentement adossé à sa chaise. En fait, il s'est arrêté. Et c'est à ce moment précis que le visage de mon père a perdu toutes ses couleurs. Mais rien de tout cela n'est arrivé en premier. Non. La vérité est que ma vie s'était déjà effondrée bien avant cette salle d'audience. Et le plus triste, c'est que ma propre famille ne l'avait jamais remarqué. Je m'appelle Margaret Hay. J'ai 61 ans, je suis divorcé, à la retraite, et jusqu'à récemment, toute la ville de Savannah croyait que j'étais une vieille femme usée vivant de la générosité de son père. Honnêtement, je les ai laissés le croire. Au moment où le procès a commencé, je vivais tranquillement au domaine et depuis près de 7 ans. La maison se trouvait juste à l'extérieur de Savannah, près de l'île de l'Espoir, nichée derrière de gigantesques chaînes drapées de mousse espagnole. C'était le genre de propriété de vieille fortune du Sud. Large porche, haute fenêtre, chemin de briques craquelées, le genre d'endroit que les gens admiraient en passant lentement en voiture. Mon père aimait dire aux gens qu'elle était dans la famille depuis des générations. Ce n'était pas tout à fait vrai. Mais encore une fois, j'ai laissé les gens croire ce qu'ils voulaient. La plupart des matins, je me réveillais avant le lever du soleil, préparais du café noir et m'asseyais sur le porche arrière en écoutant les cigales tandis que la brise de la rivière traversait les arbres. J'aimais le calme. Après le genre de vie que j'avais vécu, le calme était devenu précieux. 3 jours par semaine, je faisais du bénévolat à la clinique des anciens combattants du centre-ville. La plupart des gens là-bas me connaissaient simplement sous le nom de Maggie. C'était suffisant. J'aidais les anciens combattants plus âgés à remplir des papiers, en conduisais quelques-uns à des rendez-vous, et parfois je m'asseyais simplement à côté d'hommes solitaires qui avaient besoin de quelqu'un disposé à écouter des histoires pour lesquelles personne d'autre n'avait plus de patience. Les vieux soldats reconnaissent certaines choses les uns chez les autres. La discipline. Le silence. L'habitude de s'asseoir là où l'on peut voir toutes les sorties. Je les ai remarqués me remarquer, mais personne n'a posé de questions. Cette génération comprenait les limites. Mon père, Walter Hay, n'en comprenait aucune. À 82 ans, il se comportait toujours comme s'il possédait chaque pièce dans laquelle il entrait. Il avait autrefois dirigé une entreprise de construction prospère dans les années 70 et 80, lorsque Savannah connaissait une croissance rapide. À l'époque, les gens le respectaient ou peut-être le craignaient. Parfois, ces deux choses se ressemblent quand on est jeune. Ma mère est décédée il y a 12 ans et après cela, toute la douceur qui existait chez mon père a disparu avec elle. Il est devenu plus dur, plus vif, plus méchant de petites manières discrètes, surtout envers moi. Mon jeune frère Daniel ne pouvait rien faire de mal. Peu importait qu'il ait 58 ans et qu'il soit criblé de dettes à cause d'échecs immobiliers. Mon père le présentait toujours fièrement lors des petits déjeuners à l'église comme s'il était un jeune homme d'affaires en pleine ascension. Moi? J'étais Margaret, dit-il avec une déception attachée à chaque syllabe. Elle ne s'est jamais remise du divorce, chuchotait-il à ses voisins. Ou, elle vit ici parce que la famille prend soin de la famille. La vérité était là, juste devant lui chaque jour, et il ne l'a jamais vue. Le dîner du dimanche qui a tout déclenché a eu lieu fin août. La chaleur de Savannah enveloppait la maison comme de la laine mouillée ce soir-là. Daniel est arrivé portant des mocassins sans chaussettes et parlant fort au téléphone à propos d'un projet de condo qui n'existait probablement pas. Sa femme, Crystal, portait une tarte aux pêches achetée en magasin et faisait semblant d'être épuisée avant même de s'asseoir. J'ai fait un rôti. Personne ne m'a remercié. Ce n'était pas inhabituel. À mi-chemin du dîner, mon père a tamponné sa bouche avec une serviette et a annoncé avec désinvolture, « J'ai décidé de vendre la propriété. » J'ai levé les yeux lentement. Daniel s'est figé en pleine bouchée. « Les impôts deviennent ridicules », a poursuivi mon père.
Et franchement, cet endroit est trop grand maintenant. Il m'a regardé directement. Alors, tu devras prendre des dispositions, Margaret. Crystal a évité le contact visuel. Daniel est soudainement devenu fasciné par son thé glacé. J'ai posé ma fourchette avec précaution. Tu ne peux pas la vendre. La pièce est devenue silencieuse. Mon père a ri une fois. Excusez-moi. Tu ne peux pas vendre le domaine. Ses yeux se sont immédiatement rétrécis. J'avais vu ce regard toute ma vie. Il apparaissait toujours juste avant qu'il ne décide que quelqu'un avait besoin d'être humilié. Je pense que je sais ce que je possède. J'ai soutenu son regard calmement. Non, tu ne sais pas, Daniel est finalement intervenu nerveusement. Allez, Maggie. Ne commence pas ça ce soir. Mais mon père était déjà en colère maintenant. Tu as vécu sous mon toit pendant 7 ans, a-t-il claqué. Sans moi, tu vivrais dans un appartement du gouvernement. J'ai presque souri à cela. Un appartement du gouvernement. Si seulement il savait. Au lieu de cela, je me suis levé tranquillement et j'ai ramassé les assiettes de la table. Tu devrais parler à un avocat avant d'essayer de la vendre, ai-je dit doucement. Cela n'a fait que le rendre plus en colère. La semaine suivante, il a fait exactement cela. En 10 jours, j'ai été officiellement signifié de papier d'expulsion. Daniel a appelé après, faisant semblant d'être compatissant. Tu sais comment papa est, a-t-il soupiré au téléphone. Excuse-toi et tout cela disparaîtra. Pourquoi? Un long silence. Puis, tu dois toujours rendre les choses difficiles. J'ai presque ri. À mon âge, on commence à reconnaître clairement les schémas. Les familles créent des rôles pour chaque personne, et une fois qu'elles l'ont fait, elles s'accrochent à ces rôles même lorsque la réalité change. Daniel était le fils en or. J'étais la déception. Rien, pas le succès, le sacrifice ou la vérité, n'était autorisé à interrompre cette histoire. Le procès s'est répandu dans Savannah plus vite que les orages d'été. Au restaurant près de Water Avenue, les gens chuchotaient quand j'entrais. Pauvre Margaret, elle vit de son père. Probablement mentalement instable après le divorce. J'ai tout entendu et je les ai laissés parler. Parce qu'après 30 ans dans le renseignement militaire, j'avais appris quelque chose d'important. Les gens se révèlent pleinement quand ils pensent que vous êtes impuissant. 2 semaines avant la première audience, je suis passé au tribunal pour déposer des papiers avec mon avocate, Patricia Hay. Patricia avait 73 ans, affûtée comme du verre brisé, et l'une des rares personnes en Géorgie à connaître toute la vérité sur moi. Alors que nous entrions dans le hall du tribunal, un vieux huissier a levé les yeux de son bureau. La seconde où il m'a vu, sa posture a changé instantanément. Colonne vertébrale droite, épaules carrées. Bonjour, madame, a-t-il dit doucement. Pas mademoiselle est, pas Margaret. Madame. Patricia a remarqué mon père debout de l'autre côté du hall avec Daniel. Ils l'ont remarqué aussi. Et pour la première fois depuis le début du procès, j'ai vu l'incertitude scintiller sur le visage de mon père, juste une seconde. Puis sa fierté l'a englouti tout entière. La première audience a eu lieu un mardi matin de septembre, juste après une semaine de forte pluie. Savannah sentait le pavé mouillé et les magnolias ce matin-là. Les marches du tribunal étaient glissantes, et des reporters du journal local s'étaient déjà rassemblés à l'extérieur à 8 heures. Les gens des petites villes aiment l'embarras presque autant qu'ils aiment l'église. Surtout quand l'embarras appartient à quelqu'un d'autre. Je suis arrivé seul dans mon vieux pick-up bleu, vêtu d'un simple costume gris que je possédais depuis des années. Pas de bijoux, sauf ma bague de mariage, que je portais toujours même après le décès de Harold. Certaines habitudes restent avec vous plus longtemps que le chagrin. De l'autre côté de la rue, j'ai immédiatement remarqué mon père. Walter se tenait près de l'entrée du tribunal, serrant des mains comme s'il faisait campagne pour le poste de maire. Daniel planait à côté de lui, portant des dossiers et des tasses de café, essayant trop fort d'avoir l'air important. Mon père m'a repéré et a souri d'un air narquois. Cette même expression qu'il avait eue toute mon enfance chaque fois qu'il croyait gagner. « Bonjour, Margaret », a-t-il appelé assez fort pour que les journalistes proches l'entendent. « J'espère que tu as prévu un endroit où loger après ça. » Quelques personnes ont ri nerveusement. J'ai continué à marcher. Le service militaire vous apprend une chose, comment survivre à l'humiliation sans réagir émotionnellement. Si vous répondez à chaque insulte,
vos ennemis finiront par contrôler les battements de votre cœur. Patricia m'a retrouvé à l'intérieur, près du poste de sécurité. Elle portait une seule mallette en cuir et semblait complètement indifférente à la foule qui se rassemblait autour de l'affaire. « Tu as dormi ?» m'a-t-elle demandé doucement. « Assez. » Elle m'a étudié un instant. « Tu as encore le temps de mettre fin à cela pacifiquement. » J'ai presque souri. J'ai essayé la paix pendant 40 ans. Cela a clos la conversation. La salle d'audience 3 se trouvait au 2e étage, donnant sur Reynolds Square. Vieux banc en bois, tapis fané, climatisation qui fonctionnait à peine. La pièce sentait la poussière, le café et le vieux papier. Le genre de pièce où des vies s'effondrent tranquillement chaque jour. Alors que les gens remplissaient les sièges de la galerie, j'ai remarqué plusieurs anciens combattants dispersés dans la pièce. Monsieur de l'année de la clinique VA, Frank Morrison, un ancien marine, Mem Benson, qui ne pouvait généralement pas quitter sa maison à cause de problèmes respiratoires. Aucun d'eux ne m'a regardé directement, mais ils sont venus. C'était important. L'avocat de mon père était un homme nommé Richard Coleman, d'une 60aine d'années, coupe de cheveux chers, bouton de manchette en or, le genre d'avocat qui souriait trop souvent parce qu'il aimait humilier les gens professionnellement. Il s'est approché de notre table avant le début de la procédure. « Madame a-t-il dit agréablement, mon client est toujours prêt à éviter un embarras supplémentaire si vous quittez volontairement les lieux. » Patricia a répondu avant que je ne puisse le faire. « Ma cliente n'est pas intéressée. » Coleman a soupiré dramatiquement. « C'est regrettable. » Non. Ce qui était regrettable, c'est que des hommes comme lui passaient des carrières entières à prendre la gentillesse pour de la faiblesse. Le juge Whitmore est entré exactement à 9 heures précises. Tout le monde s'est levé. Au moment où il a vu ma plaque nominative à la table de la défense, quelque chose a changé dans son expression presque trop rapidement pour être remarqué. Pas de surprise exactement. De la reconnaissance. Puis elle a disparu. L'audience a commencé assez normalement. Registre de propriété, chronologie de résidence, état financier. Coleman a constamment fait le show pour la salle. Mon client a généreusement permis à sa fille en difficulté émotionnelle de rester dans la résidence après son divorce. En difficulté émotionnelle. Phrase intéressante. Malgré son incapacité à subvenir à ses besoins financiers de manière indépendante. J'ai regardé droit devant moi. Il y a des années, lors de briefings du renseignement à l'étranger, j'avais été assise en face d'hommes qui menaçaient des vies avec désinvolture tout en buvant du café. Comparé à cela, Richard Coleman n'était que du bruit portant une cravate. Pourtant, je ne ferai pas semblant que cela n'a pas fait mal. Il y a quelque chose d'uniquement douloureux à rester assis silencieusement pendant que des étrangers discutent de votre valeur comme d'un appareil cassé, surtout lorsque votre propre père acquiesce. À un moment donné, Coleman a brandi des photographies du domaine. Cette propriété appartient à la famille et depuis des décennies, a-t-il annoncé avec confiance. Monsieur a payé les impôts, les frais d'entretien et les services publics, tandis que sa fille n'a essentiellement rien contribué. Le juge a brièvement jeté un coup d'œil à Patricia. Elle n'a pas bougé, n'a pas objecté, n'a même pas cligné des yeux. Cela l'a plus déconcerté qu'un argument ne l'aurait fait. Pendant la suspension, je suis sorti dans le couloir près d'une fenêtre donnant sur la place. Des nuages de pluie pendaient bas sur Savannah, sombres et lourds. Un jeune adjoint s'est approché doucement. « Excusez-moi, madame. » Je me suis retourné. Il avait l'air nerveux. « Le juge Whitmore m'a demandé de m'assurer que vous êtes à l'aise si vous avez besoin de quelque chose. » Je l'ai étudié attentivement. Jeune, peut-être 35 ans, ancien militaire aussi. À en juger par la posture seule. « Je vais bien, ai-je dit. » Il a hésité avant de hocher la tête respectueusement. « Oui, madame. » De l'autre côté du couloir, Daniel regardait l'échange avec de la confusion écrite sur tout le visage. « Bien. » Pour la première fois, de minuscules fissures apparaissaient dans l'histoire qu'ils avaient construite sur moi. Au déjeuner, Patricia et moi avons marché jusqu'à un petit restaurant à 2 pâtés de maison du palais de justice. Aucun journaliste ne nous a suivis. Ils préféraient les gens plus bruyants. Patricia a commandé une soupe aux tomates. J'ai bu du café. Finalement, elle a demandé, « Tu es nerveuse à propos du numéro de l'affaire ? À propos de ce qui se passera après. »
Cette question pesait plus lourd parce qu'elle comprenait quelque chose d'important. La salle d'audience n'était pas la partie douloureuse. La vérité était que je regardais par la fenêtre le trafic. Mon père a construit toute son identité autour du fait d'être le fort. Et les hommes comme lui ne survivent pas à l'humiliation. Patricia remuait lentement sa soupe. Il a fait ses choix. Peut-être. Mais quand vous passez toute votre vie à protéger les gens, même ceux qui vous blessent, il devient difficile de s'arrêter. Cet après-midi-là, l'audience a repris avec le témoignage de Daniel. Regarder mon jeune frère mentir sous serment était étrangement épuisant. Elle a toujours dépendu de papa, a-t-il affirmé prudemment, émotionnellement et financièrement. J'ai failli l'interrompre alors. Presque, parce que 20 ans plus tôt, Daniel m'avait appelé en pleurant depuis le parking d'un casino à Biloxi après avoir presque tout perdu au jeu. Et je lui avais envoyé $40 000 avant le lever du soleil. Pas de sermon, pas d'humiliation, pas de conditions. La famille protège la famille. Du moins, c'est ce que je croyais à l'époque. Quand Daniel a terminé de témoigner, il a complètement évité de me regarder. La lâcheté ressemble souvent à de la confiance jusqu'à ce que la pression arrive. Vers la fin de l'audience, le juge Whitmore a examiné des documents préliminaires. Tranquillement depuis son banc. Puis soudain, il s'est arrêté. Un long silence a rempli la salle d'audience. Il a ajusté ses lunettes lentement en lisant une page en particulier. Puis il m'a regardé directement. Pas hostile, pas curieux, respectueux. Mon père l'a remarqué immédiatement. « Votre honneur », a lancé Coleman nerveusement. Whitmore a fermé le dossier. Il semble y avoir des documents de propriété supplémentaires nécessitant une vérification. Coleman a froncé les sourcils. Nous avons déjà soumis une documentation complète. Apparemment pas, la salle a bougé mal à l'aise. Mon père s'est penché vers son avocat, chuchotant avec colère. Le juge Whitmore a poursuivi calmement. Je programme une autre audience dans 2 semaines. Coleman s'est levé rapidement. Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, il s'agit d'une affaire d'expulsion simple. L'expression du juge s'est instantanément durcie. Non, a-t-il dit doucement. Puis il m'a regardé à nouveau. Ce n'est peut-être pas le cas. Cette phrase nous a suivis jusqu'à la sortie du tribunal. Dehors, des journalistes ont encerclé mon père, posant des questions. Il a souri avec confiance aux caméras, faisant semblant que rien n'avait changé. Mais j'ai remarqué quelque chose que les autres n'avaient pas. Pour la première fois depuis le dépôt de la plainte, Walter semblait incertain, juste assez incertain pour avoir peur. La deuxième audience a attiré 2 fois plus de monde. À ce moment-là, Savannah avait transformé toute l'affaire en divertissement. À l'épicerie, les étrangers cessaient de parler quand je passais. Au restaurant près de River Street, les gens chuchotaient derrière les tasses de café. Même à l'église, j'ai surpris des femmes âgées qui me regardaient avec une pitié qui me pesait plus lourdement que le jugement. Pauvre Margaret, elle perd sa maison, elle poursuit son propre père. Personne ne connaissait la vérité. Et après un certain temps, j'ai commencé à me demander si je ne préférais pas cela. Le matin de l'audience, la pluie a battu le toit du domaine avant le lever du soleil. Je me tenais sur le porche arrière avec une tasse de café noir, regardant l'eau s'accumuler le long des chemins de briques. Les chaînes se balançaient lentement dans le vent. Cette maison avait survécu à des ouragans, des inondations et 3 générations d'amertume. Ce qui était amusant, c'est que la maison elle-même n'avait jamais vraiment appartenu à la famille Hay. À 8h30, Patricia est arrivée pour me chercher. « Tu es prête ?» a-t-elle demandé doucement. « Non », ai-je admis. Elle a hoché la tête une fois. « Bien, ça veut dire que tu es toujours humaine. » Le palais de justice avait l'air différent ce matin-là. Bondé, tendu. 2 camionnettes de nouvelles locales étaient garées devant l'entrée et des journalistes se pressaient sous des parapluies, attendant l'arrivée de mon père. Walter aimait l'attention. Même maintenant, à 82 ans, il redressait toujours les épaules dès qu'une caméra apparaissait. Daniel est sorti derrière lui, portant un costume coûteux qu'il ne pouvait probablement pas se permettre. Mon père m'a repéré de l'autre côté de la rue et a souri froidement. Ce sourire a disparu exactement 43 minutes plus tard. La salle d'audience 3 s'est remplie tôt. Des voisins à la retraite, des étrangers curieux, des vétérans de la clinique VA. Même quelques avocats locaux sont venus juste pour regarder.
Patricia organisait les papiers calmement à côté de moi. Tu n'as pas besoin d'en dire plus que nécessaire, m'a-t-elle rappelé. Je sais. Une fois que cela commence, il n'y a pas de retour en arrière. Cette partie me pesait lourdement sur la poitrine. Car malgré tout ce que mon père avait fait, une partie de moi voulait encore le protéger de l'humiliation, ce qui en dit plus sur moi que sur lui. Le juge Whitmore est entré à 9h pile. La salle s'est levée. Il avait l'air exceptionnellement sérieux ce matin-là. Richard Coleman a commencé agressivement, essayant de reprendre le contrôle avant que Patricia ne puisse parler. Votre honneur, cette affaire a déjà gaspillé assez de temps aux contribuables, a-t-il annoncé bruyamment. Les faits restent simples. Monsieur Walter est propriétaire de la propriété. Sa fille y réside sans droit légal. Le juge n'a rien dit. Coleman a poursuivi avec confiance. Nous avons fourni des registres fiscaux, des reçus d'entretien, des factures de services publics, soumis par qui, a interrompu Patricia calmement. Coleman a froncé les sourcils. Par le propriétaire. Patricia a glissé un dossier sur la table. Cette supposition semble incorrecte. La salle a bougé doucement. Mon père a immédiatement croisé les bras. C'est quoi cette bêtise? Patricia s'est levée. Je la connaissais depuis près de 15 ans, et je ne l'avais jamais vue nerveuse une seule fois. Votre honneur, a-t-elle dit d'une voix égale. Le domaine connu sous le nom de Emanor a été acheté en 1998 dans le cadre d'une fiducie de défense privée enregistrée en Virginie. Coleman a ri franchement. C'est impossible. Patricia l'a complètement ignoré. Le seul contributeur financier et bénéficiaire contrôlant de la fiducie est Margaret. Silence. Pas un silence normal. Le genre qui change physiquement une pièce. Mon père a cligné des yeux fortement. Quoi? Daniel m'a regardé comme s'il ne m'avait jamais vu. Coleman a été le premier à se ressaisir. C'est une sorte d'erreur administrative. Ce n'en est pas une, a répliqué Patricia. Elle a remis des documents supplémentaires à l'huissier. Le juge Whitmore les a examinés attentivement. Et puis quelque chose s'est produit que je n'oublierai jamais. Le vieil huissier debout à côté du banc a jeté un coup d'œil à mon nom sur les papiers et a subtilement redressé sa posture. Militaire. Instantanément reconnaissable. Dans la galerie, j'ai remarqué Frank Morrison du VA baisser les yeux doucement. Quelques vétérans avaient déjà compris exactement où cela menait. Coleman a continué de parler rapidement. Maintenant, même si une fiducie existe, cela n'explique pas, le juge Whitmore l'a interrompu doucement. Cela explique beaucoup de choses. Mon père s'est penché en avant avec colère. Margaret n'a pas ce genre d'argent. Personne ne lui a répondu immédiatement. Parce que la vérité semblait absurde si vous aviez passé toute votre vie à sous-estimer quelqu'un. Patricia a ouvert un autre dossier. Pendant 31 ans, a-t-elle dit calmement. Ma cliente a servi dans le renseignement naval des États-Unis. La pièce s'est figée. Daniel a chuchoté. Quoi? Mon père a effectivement ri une fois, un son nerveux et brisé. C'est ridicule. Patricia a continué malgré tout. Margaret a pris sa retraite avec le grade de contre-amiral. Le silence qui a suivi a semblé énorme. Pas dramatique, pas bruyant, juste lourd. J'ai gardé les yeux sur la table car soudain tout le monde dans la salle d'audience me fixait. Non plus avec pitié, mais avec choc. Le juge Whitmore a regardé directement vers la galerie. Comme certains de ces dossiers restent partiellement classifiés, a-t-il dit prudemment, ce tribunal ne discutera pas des détails opérationnels. Détails opérationnels? Cette phrase a eu un impact différent. On pouvait le sentir. Le visage de mon père était devenu complètement pâle maintenant. Daniel avait l'air physiquement malade. Coleman a essayé de parler à nouveau, mais a trébuché sur ses propres mots. Votre honneur, le service militaire n'a sûrement rien à voir avec la propriété. Non, a répondu Whitmore calmement. Mais l'intégrité, oui. La salle d'audience est restée parfaitement immobile. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père avoir peur de moi. Non pas parce que je l'avais menacé, non pas parce que j'avais crié, mais parce que l'histoire qu'il avait construite sur moi s'effondrait en public. Pièce par pièce. Patricia a continué à présenter des dossiers financiers, des relevés de fiducie, des accords d'achat, des virements bancaires. Chaque document remontait à moi.
Le domaine n'avait jamais appartenu à Walter et ni légalement, ni financièrement, pas une seule fois. 26 ans plus tôt, après mon deuxième déploiement à l'étranger, j'avais acheté la propriété par l'intermédiaire d'une fiducie protégée parce que l'entreprise de construction de mon père s'effondrait sous le poids des dettes. Il ne l'a jamais su. Je m'en suis assuré. À l'époque, préserver sa fierté semblait plus gentil que d'exposer son échec, alors je l'ai laissé faire semblant. Pendant des décennies, mon père secouait lentement la tête. Non, non, ce n'est pas possible. J'ai finalement parlé doucement. C'est possible. Le son de ma propre voix l'a plus surpris que les documents. Walter me regardait avec une confusion sincère maintenant. Tu as acheté cette maison? Oui. Pourquoi ferais-tu cela? Cette question m'a presque brisé le cœur parce qu'il ne comprenait vraiment pas. J'ai regardé le vieil homme assis de l'autre côté de la salle d'audience et je me suis souvenu de chaque Noël où ma mère essayait de maintenir la paix entre nous. Chaque appel téléphonique auquel j'ai répondu au milieu de la nuit. Chaque dette effacée discrètement. Chaque humiliation avalée. Parce que tu étais mon père, ai-je dit doucement. Ses yeux se sont remplis instantanément. Mais l'audience n'était pas terminée. Patricia a calmement révélé davantage. Les factures médicales après les traitements contre le cancer de ma mère, les miennes. Le renflouement de l'entreprise de Daniel 15 ans plus tôt, le mien. Les arriérés d'impôts qui ont sauvé le domaine de la saisie pendant la récession, les miens. Chaque fois qu'une catastrophe frappait, les mains invisibles de la famille les avaient protégés. Mes mains. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, je suis devenu la déception. La salle ne regardait plus mon père avec admiration. Seulement avec malaise. Peut-être de la honte. Le juge Whitmore a finalement enlevé ses lunettes et s'est frotté les yeux avec lassitude. Puis il a regardé directement Walter. Monsieur est, a-t-il dit doucement. Je vous déconseille fortement de poursuivre cette action. Mais mon père l'a à peine entendu. Il continuait à me regarder comme un homme réalisant trop tard qu'il n'avait jamais vraiment connu sa propre fille. Personne n'a parlé à mon père après la fin de l'audience. C'est la première chose que j'ai remarquée. D'habitude, Walter marchait dans Savannah comme un homme en campagne électorale. Les gens le saluaient bruyamment. Des hommes lui serraient la main. Des femmes souriaient poliment. Il se nourrissait d'attention comme certaines personnes se nourrissent de whisky. Mais après la révélation du tribunal, le couloir devant la salle d'audience 3 semblait différent. Silencieux. Les gens s'écartaient à son passage. Non par respect, mais par malaise. Daniel continuait d'essayer de lui parler tandis que des journalistes se pressaient près des portes du tribunal. « Papa, allons-y » chuchotait-il d'urgence. Mais Walter resta figé près de la fenêtre du couloir, me fixant pendant que je rangeais des papiers à côté de Patricia. J'entendais pratiquement toute sa compréhension de sa vie s'effondrer. Finalement, il s'est dirigé lentement vers moi. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait s'excuser. Au lieu de cela, il a demandé « Depuis combien de temps ?» J'ai levé les yeux. « Depuis combien de temps ?» Quoi ? Depuis combien de temps avais-tu l'intention de m'humilier ? La question m'a frappé plus fort que prévu. Même maintenant, après tout, il croyait toujours qu'il était la victime. Je ne l'étais pas, ai-je dit doucement. Il a ri amèrement. Tu m'as laissé là-dedans avoir l'air d'un idiot. Patricia s'est interposée immédiatement. C'est toi qui as intenté le procès, Walter. Mais il l'a à peine entendu. Ses yeux sont restés fixés sur moi. Toutes ces années, a-t-il marmonné. Tu es resté là à laisser les gens croire que je prenais soin de toi. Oui. Pourquoi? J'ai ouvert la bouche une fois, les refermé. Parce que la réponse honnête semblait pathétique. Parce que je t'aimais. Au lieu de cela, j'ai dit, cela semblait plus facile. Son expression s'est tordue en quelque chose entre la colère et la honte. Puis des journalistes se sont précipités vers nous. Amiralet. Amiralet. J'ai légèrement tressailli à ce titre. Je ne l'avais pas entendu prononcer publiquement depuis des années. Des flashs d'appareils photo ont éclairé le couloir. Est-il vrai que vous avez dirigé des opérations de renseignement naval dans le Golfe? Avez-vous reçu la médaille du service distingué? Pourquoi avez-vous caché votre carrière militaire? Walter a regardé les journalistes avec une incrédulité totale.
On pouvait voir le moment exact où il a réalisé que l'humiliation n'était pas temporaire. Toute la ville allait le savoir. Le soir, Savannah le savait déjà. Je me suis arrêté faire des courses en rentrant chez moi, et la caissière a failli laisser tomber un carton d'œufs quand elle m'a reconnu. « Oh mon Dieu !» a-t-elle chuchoté. « Vous êtes cette femme du tribunal. » Cette femme ? Plus la pauvre Margaret. Un homme plus âgé près de la caisse a lentement retiré sa casquette d'ancien combattant quand il m'a vu. « Marine du Vietnam, madame », a-t-il dit doucement. J'ai hoché la tête poliment, « Reposez-vous, marin. » Il a ri si fort qu'il a failli pleurer. Mais tout le monde n'a pas réagi avec gentillesse. Daniel est arrivé au domaine vers 19h ce soir-là, déjà furieux. J'ai entendu sa Mercedes remonter l'allée de gravier avant même qu'il ne frappe. Tu as embarrassé papa devant toute la ville. Je suis resté assise sur la balançoire du Porsche. Il s'est embarrassé lui-même. Ce n'est pas juste et tu le sais. J'ai regardé mon jeune frère attentivement. Pour la première fois depuis des décennies, il semblait vraiment effrayé. Non pas de moi, mais de perdre la vie dont il dépendait. Tu nous as menti pendant des années, a-t-il claqué. Non, ai-je répondu calmement. Je suis restée silencieuse. Il y a une différence. Daniel a fait les 100 pas sur le porche avec colère. Tu as fait passer papa pour un faible. Cette phrase expliquait tout. Pas cruel, pas injuste. Faible. Parce que dans ma famille, la faiblesse était le péché impardonnable. J'ai pris une lente inspiration. As-tu jamais demandé d'où venait ton renflouement d'entreprise? Son visage a changé instantanément. C'était ça. Le souvenir. 15 ans plus tôt. Béloxy. 3 heures du matin. Tu as dit que c'était un investisseur anonyme, a-t-il chuchoté. C'était, oh mon Dieu, tu étais sur le point de tout perdre. Il s'est assis lourdement sur la chaise du Porsche. Pendant plusieurs minutes, aucun de nous n'a parlé tandis que les cigales bourdonnaient bruyamment dans l'obscurité humide. Finalement, Daniel a posé la question que j'avais secrètement attendue pendant des années. Pourquoi ne nous as-tu pas dit? J'ai regardé vers les chaînes. Parce qu'une fois que les gens savent ce que tu es, ai-je dit doucement, ils cessent de voir qui tu es. Ce n'était pas entièrement vrai. La vérité plus profonde était plus laide. J'étais fatigué. Après des décennies de renseignements militaires, après avoir enterré des amis, après des mariages ratés et des funérailles classifiées et des années passées à assumer des responsabilités que personne ne pouvait discuter ouvertement. Je ne voulais plus être le contre-amiral Margaret. Je voulais juste être la fille de quelqu'un. Malheureusement, ma famille ne respectait que le pouvoir qu'elle pouvait voir publiquement. Le lendemain matin, des journalistes campaient devant les portes du domaine. L'après-midi, de vieilles photographies ont refait surface en ligne. Moi en uniforme à côté d'officiels de la marine. Moi debout près de porte-avions. Moi recevant des médailles lors de cérémonies dont je me souvenais à peine. La ville a perdu la tête. À la clinique VA, les vétérans qui m'avaient à peine parlé auparavant se tenaient maintenant maladroitement chaque fois que j'entrais dans la pièce. Je détestais ça. Le respect basé sur le rang me semblait toujours plus vide que le respect gagné tranquillement. Cet après-midi-là, Patricia a appelé. Tu dois voir ça. Elle m'a envoyé par courriel les documents financiers de la société immobilière de Daniel. J'ai regardé les chiffres en silence. Dette massive, prêt caché, deuxième hypothèque. Il se noyait à nouveau. Quelques heures plus tard, Walter est apparu au domaine inopinément seul. Pas de journaliste, pas de colère, juste de l'épuisement. Je l'ai trouvé assis dans le jardin derrière la maison, près du jardin que ma mère avait planté il y a 30 ans. Pendant longtemps, aucun de nous n'a parlé. Puis il a demandé doucement, tout était-il réel? J'ai légèrement froncé les sourcils. Quoi? Tu avais besoin de nous? La tristesse dans sa voix m'a prise au dépourvu parce que tout à coup, il ne ressemblait plus au père puissant du tribunal. Juste un vieil homme terrifié que sa vie ait été construite sur une illusion. J'avais besoin de toi, ai-je répondu honnêtement. Quand tout le temps cela semblait le blesser plus que toute autre chose, Walter se frotta les mains lentement. Je pensais après ton divorce. Après ton retour à la maison. Je suis revenu parce que j'étais fatigué, ai-je interrompu doucement, pas brisé. Il regarda le jardin. Je ne comprends pas pourquoi tu nous protégerais après tout.
J'ai failli lui dire la vérité alors, que les soldats sont entraînés à protéger les gens même quand ces gens ne le méritent pas. Mais au lieu de cela, j'ai dit, maman aurait voulu que je le fasse. Ses yeux se sont remplis immédiatement. Pour la première fois de ma vie, mon père avait l'air vieux. Pas imposant, pas intimidant, juste vieux et profondément honteux. Mais la fierté ne meurt pas vite chez des hommes comme Walter est. Avant de partir, il s'est arrêté près du porche. Tu aurais pu me ruiner il y a des années. Je sais. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que la vengeance semble satisfaisante quand on est blessé. Jusqu'à ce que vous ayez enfin l'occasion. Alors tout ce que vous voyez devant vous, c'est la famille. Je n'ai jamais voulu de vengeance, ai-je dit doucement. Cette salle d'audience n'était pas une vengeance. Qu'est-ce que c'était? Je l'ai regardé droit dans les yeux. La vérité. La chose la plus étrange à propos de la victoire est à quel point elle est silencieuse après. Les drames télévisés font paraître la vengeance satisfaisante. Quelqu'un est démasqué, les méchants souffrent, et le héros s'éloigne en se sentant puissant. La vraie vie ne fonctionne pas comme ça. 3 semaines après l'audience, la ville de Savannah ne parlait de presque rien d'autre. Partout où j'allais, les gens me regardaient. À la pharmacie, à l'église, au port de plaisance du centre-ville. Certains souriaient respectueusement maintenant. D'autres avaient l'air embarrassés, comme s'ils me devaient personnellement des excuses d'avoir cru le pire de moi toutes ces années. Mais rien de tout cela n'a apporté la paix. Au contraire, le silence à l'intérieur du domaine semblait plus lourd qu'avant. Un soir, j'étais assise seule sur le porche arrière, écoutant la pluie taper doucement sur le toit tandis qu'une vieille tasse de café de la marine réchauffait mes mains. Les chaînes se balançaient lentement dans l'obscurité. Et pour la première fois depuis des années, j'ai sérieusement envisagé de quitter Savannah pour de bon. Non pas à cause du procès, mais parce que je ne reconnaissais plus ma propre vie. À ce moment-là, les journaux avaient publié presque tout ce qu'ils pouvaient légalement sur ma carrière militaire. Une femme locale révélée comme contre-amiral à la retraite. Une carrière navale secrète a stupéfié le tribunal de Savannah. Je détestais tous les titres. Les gens me traitaient soudainement différemment. Des étrangers me remerciaient pour mon service dans les allées des supermarchés. Des hommes qui m'ignoraient autrefois lors des réunions communautaires me serraient maintenant la main trop fermement. Le respect basé sur la révélation est toujours étrange quand on a passé des décennies invisibles. À la clinique VA, les choses ont changé. Surtout, les anciens combattants me regardaient différemment maintenant, non pas avec peur, mais avec compréhension. Un jeudi après-midi, Frank Morrison m'a coincé près de la machine à café. Frank avait fait 2 séjours au Vietnam avec les marines et passait la plupart de ses journées à se plaindre de la paperasse gouvernementale. Tu sais, a-t-il marmonné, tu aurais dû le dire aux gens. J'ai souri faiblement. Et écouté tout le monde me saluer pendant 20 ans. Mieux que de laisser ton vieux te traiter comme de la merde. Cela a frappé plus fort qu'il ne le pensait. Frank s'est appuyé prudemment contre le comptoir. Des hommes comme ton père, a-t-il dit doucement. Ils ne savent pas quoi faire avec des filles qui deviennent plus fortes qu'eux. J'ai détourné le regard parce qu'au fond, je savais qu'il avait raison. Mon père ne s'était toujours pas complètement remis de l'humiliation publique. Walter a cessé d'assister au petit déjeuner à l'église, a cessé de jouer au golf, a cessé de rencontrer des amis en ville pour prendre un café. Savannah est une ville assez petite pour que la honte voyage plus vite que le pardon. Les gens parlaient, surtout les hommes plus âgés. Certains l'admiraient secrètement d'avoir tenu tête à sa fille. D'autres pensaient qu'il était un imbécile d'avoir humilié publiquement un officier décoré. Mais quelle que soit l'opinion, Walter est devenu une histoire que les gens chuchotaient, et les hommes fiers survivent rarement bien au chuchotement. La situation de Daniel s'est dégradée encore plus rapidement. Sans s'en rendre compte, il avait passé des années à construire sa vie autour des filets de sécurité financière invisibles que je lui fournissais discrètement. Une fois que j'ai cessé de couvrir les urgences, les prêts en souffrance ont commencé à faire surface partout. Un vendredi soir, il est arrivé au domaine l'air épuisé. Pas en colère cette fois, mais brisé. Sa coûteuse Mercedes avait disparu. Au lieu de cela, il conduisait une vieille voiture de location avec un pare-brise fissuré. Je l'ai trouvé debout maladroitement près des marches du porche. « Tu es occupé ?» a-t-il demandé doucement. Jamais trop occupé pour la famille. Ces mots l'ont presque fait pleurer. Nous nous sommes assis dehors pendant que le soleil du soir disparaissait derrière les arbres.
Finalement, il a tout avoué. Le jeu, les prêts, les fausses transactions commerciales, la deuxième hypothèque sur sa maison. L'écouter, c'était comme écouter une version beaucoup plus jeune de mon père. Fierté, peur, performance, des hommes s'épuisant à faire semblant d'être plus forts qu'ils ne le sont. Je pensais que je pourrais arranger ça avant que quiconque ne le remarque, a chuchoté Daniel. Cela aggrave généralement les choses. Il a hoché la tête lentement. Puis est venue la question que je savais attendre. Tu as vraiment remboursé mes dettes de casino? Oui. Pourquoi? J'ai regardé la pelouse sombre parce que maman m'avait appelé en pleurant. Daniel a couvert son visage des deux mains. Pendant longtemps, aucun de nous n'a parlé. Puis il a dit quelque chose que je ne m'attendais jamais à entendre de mon jeune frère. Je crois que papa te détestait parce que tu n'as jamais eu besoin de son approbation. J'ai laissé cela s'installer tranquillement entre nous. Parce que la vérité était plus compliquée. J'avais besoin de son approbation autrefois, désespérément. Quand j'avais 23 ans et que je partais pour ma première affectation navale à l'étranger, j'ai attendu toute la nuit en espérant que mon père me dirait qu'il était fier de moi. Il ne l'a jamais fait. Après un certain temps, la déception devient assez familière pour que vous cessiez de la combattre. 2 jours plus tard, tout a changé à nouveau. Vers minuit, Patricia a appelé mon téléphone portable. Margaret, a-t-elle dit immédiatement. Ton père est à l'hôpital Mémorial. Je me suis levé si vite que mon café s'est renversé sur le comptoir de la cuisine. Qu'est-ce qui s'est passé? Accident vasculaire cérébral mineur. Daniel l'a trouvé effondré dans une chambre de motel. Chambre de motel. Ce mot m'a frappé durement. Après l'embarras du procès, Walter avait discrètement quitté le domaine plutôt que de me faire face tous les jours. La fierté, encore. Il avait loué une petite chambre près de l'autoroute 80 à la place. À 82 ans, seul, je suis allé à l'hôpital sous une pluie battante. Daniel était assis devant l'aile des urgences, l'air complètement brisé. Il n'arrêtait pas de dire qu'il ne voulait pas de charité, a-t-il chuchoté quand il m'a vu. Ma poitrine s'est serrée douloureusement parce que même maintenant, après tout, mon père croyait toujours qu'accepter l'amour le rendait faible. La chambre d'hôpital sentait l'antiseptique et l'air conditionné vicié. Walter semblait plus petit d'une certaine manière, allongé dans ce lit, plus vieux, fragile. Pendant un instant, je n'ai pas vu l'homme en colère du tribunal. J'ai vu mon père m'apprendre à faire du vélo quand j'avais 6 ans. Le temps est cruel de cette façon. Walter a ouvert les yeux lentement quand je suis entré, et à ma surprise, des larmes ont immédiatement coulé. Je suis désolé, a-t-il chuchoté. Juste ça. Pas d'excuses, pas de discours, pas de fierté. Je me suis assise à côté du lit tranquillement. Tu n'as pas besoin de parler tout de suite. Oui, je dois. Sa voix s'est brisée terriblement. Toutes ces années, a-t-il chuchoté. Tu nous protégeais. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Tu étais ma famille. Walter a alors commencé à pleurer ouvertement. Le genre de pleurs que les hommes plus âgés passent généralement toute leur vie à essayer d'éviter. Je t'ai puni d'être devenu tout ce que je n'ai jamais été, a-t-il avoué faiblement. Cette phrase a brisé quelque chose en moi. Non pas parce qu'elle m'a choqué, mais parce qu'elle a confirmé ce que j'avais toujours secrètement su. Il a tendu la main vers la mienne avec précaution. J'étais fier de toi, a-t-il chuchoté. Je ne savais tout simplement pas comment le dire. À 61 ans, entendre ces mots faisait toujours aussi mal qu'à un enfant qui les entend trop tard. Mais parfois, trop tard, c'est encore suffisant pour que ça compte. L'hiver est arrivé lentement à Savannah cette année-là. Les chênes autour du domaine étaient nus et silencieux, leurs branches s'étendant sur la propriété comme de vieilles mains tendues vers la mémoire. Pour la première fois depuis des décennies, la maison ne semblait plus lourde de tension. Elle était paisible. Pas parfaite, mais paisible. Mon père est rentré de l'hôpital 3 semaines avant Noël. Non pas pour reprendre le domaine, non pas pour discuter, juste pour se remettre. J'ai converti le bureau du rez-de-chaussée en chambre pour lui parce que monter les escaliers était devenu difficile après l'accident vasculaire cérébral. Au début, il a résisté à chaque petite gentillesse. Les hommes fiers le font souvent. Je peux me débrouiller seul, a-t-il marmonné le premier matin où je lui ai apporté du café. Je sais, ai-je répondu calmement. Mais tu n'as plus à le faire.
Cela le réduisait généralement au silence. La convalescence a changé Walter plus que l'âge ne l'avait jamais fait. Avant l'accident vasculaire cérébral, il traversait la vie comme un homme défendant constamment un territoire que personne n'essayait de lui voler. Après, quelque chose en lui s'est adouci. Peut-être que la peur a enfin atteint la partie que la fierté avait protégée trop longtemps. Ou peut-être la solitude. Certains matins, je le trouvais assis tranquillement sur le porche arrière, regardant la lumière du soleil traverser les arbres. Juste assis, pensant. Un froid après-midi de janvier, il m'a surprise en demandant à visiter la clinique VA. « Tu es sûr ?» ai-je demandé avec prudence. Il a hoché la tête. Je dois des excuses à certaines personnes. Je n'ai pas demandé lesquelles. À la clinique, plusieurs anciens combattants l'ont immédiatement reconnu grâce aux articles de journaux. La pièce est devenue étrangement silencieuse un instant. Puis Frank Morrison a roulé en fauteuil roulant et a brisé la tension lui-même. « Eh bien » a grogné Frank bruyamment. « Regardez qui a finalement décidé de rejoindre la société civilisée. » À ma surprise, Walter a ri. Un vrai rire. Pas sarcastique, pas amer, juste humain. Ce jour-là a compté plus que je ne l'avais prévu car au lieu de se défendre, mon père a écouté. Il a écouté pendant que de vieux vétérans décrivaient la perte de leur mariage après les déploiements. Il a écouté pendant que des veuves expliquaient la solitude après la retraite. Il a écouté pendant que des hommes de son âge admettaient à quel point il était difficile de s'excuser après avoir passé des vies entières à faire semblant que la force signifiait le silence. Pour une fois dans sa vie, Walter a cessé de parler assez longtemps pour apprendre quelque chose. Pendant ce temps, Daniel a lentement reconstruit sa propre vie de zéro. Il a vendu l'immense maison, a pris un emploi de bureau régulier, a commencé à assister à des réunions d'anonymes joueurs 2 fois par semaine. Les premiers mois l'ont beaucoup humilié. Un soir, il m'a aidé à réparer une clôture cassée près du pâturage arrière tandis que le soleil se couchait sur les marais. Avant, je pensais que le succès signifiait que les gens vous enviaient, a-t-il admis doucement. Et maintenant, il a enfoncé un autre clou dans le poteau de clôture avant de répondre. Maintenant, je pense que la paix vaut probablement plus. Cela ressemblait à de la croissance. La vraie croissance arrive généralement douloureusement. Au printemps, le domaine lui-même avait également commencé à changer. Pendant des années, la propriété existait principalement comme un symbole de richesse, de famille, de fierté, de statut. Je ne voulais plus de cela. Alors, avec l'aide de Patricia, j'ai créé le Vétéran Retreat, un programme à but non lucratif offrant un logement temporaire et un soutien aux anciens combattants, aux veuves et aux personnes âgées confrontées à des difficultés financières. Pas de luxe, juste de la dignité. Des chambres simples, des repas chauds, une sécurité tranquille. Les premiers résidents sont arrivés en mars. Une veuve de l'armée de Mâcon dont le fils lui avait fait perdre ses économies de retraite. Un mécanicien à la retraite vivant dans son camion après que des factures médicales l'aient détruit financièrement. Une infirmière de la marine âgée atteinte du Parkinson précoce et sans autre endroit où aller. Les voir s'installer dans le domaine a complètement changé l'atmosphère. Pour la première fois, la maison est finalement devenue utile au lieu d'être impressionnante. Mon père a aidé plus que quiconque ne l'aurait imaginé. Au début, il réparait des meubles simplement pour rester occupé. Puis, il a commencé à organiser des dons, à réparer des balustrades de porche et à enseigner des compétences en menuiserie à de jeunes bénévoles. Un après-midi, je l'ai surpris en train de montrer à un ancien marine comment planter des tomates dans le jardin de ma mère. Les deux hommes se sont disputés tout le temps. C'était la chose la plus heureuse que je l'ai vu faire depuis des années. La cérémonie d'ouverture officielle a eu lieu le jour des anciens combattants. Rien de fantaisiste. Quelques chaises pliantes sous les chênes, du café, des tartes faites maison, des voisins, des vétérans, des familles. Le juge Whitmore a assisté discrètement sans aucune attention publique. Patricia est venue aussi, arborant son expression habituelle d'irritation permanente. Même plusieurs journalistes se sont présentés. Mais cette fois, personne ne cherchait de scandale, seulement des histoires. Vers la fin du rassemblement, Daniel a tapoté son verre doucement pour attirer l'attention. « Je crois que papa veut dire quelque chose. » Walter a immédiatement paru irrité. « Je t'avais dit de ne pas faire ça. » Quelques personnes ont ri doucement, mais mon père s'est levé lentement de sa chaise, s'appuyant légèrement sur une canne maintenant. La foule est devenue silencieuse.
Walter m'a regardé longuement avant de parler. Ma fille a passé la majeure partie de sa vie à protéger des gens, a-t-il dit avec prudence, y compris des gens qui ne le méritaient pas. J'ai senti ma poitrine se serrer immédiatement. Il s'est éclairci la gorge. Pendant des années, j'ai présenté Margaret comme quelqu'un qui avait besoin d'aide. Il a fait une pause. La vérité est que c'est la personne la plus forte que j'ai jamais connue. Personne n'a parlé. Même le vent semblait plus calme d'une certaine manière. Walter avait l'air embarrassé par sa propre honnêteté, ce qui le rendait encore plus significatif. Puis, il a ajouté doucement, et j'ai gâché trop d'années à être trop fier pour l'admettre. Je suis allé le serrer dans mes bras avant qu'il ne puisse dire autre chose. Il m'a tenu fermement. Les hommes âgés qui ont passé toute leur vie à éviter les émotions étreignent parfois différemment une fois qu'ils s'y abandonnent enfin. Plus tard ce soir-là, après le départ de tout le monde, je me suis assise seule sur le porche arrière, regardant le coucher de soleil s'estomper à travers la mousse espagnole. Le domaine brillait doucement derrière moi, rempli de voix, de rire et de vie à nouveau. Pour la première fois depuis de nombreuses années, la maison ne portait plus de secrets, seulement des gens qui guérissaient. J'ai pensé à la vengeance, puis à quel point j'avais voulu que mon père comprenne enfin ce qu'il m'avait fait. Et étrangement, quand ce moment est enfin arrivé, cela n'a pas ressemblé à une victoire. Pas vraiment. La victoire aurait été d'avoir un père qui aimait ouvertement dès le début. Mais la vie nous donne rarement des fins parfaites. Parfois, elle ne nous donne que des fins honnêtes. S'il y a quelque chose que cette histoire m'a appris, c'est que les gens discrets dans la vie portent souvent les fardeaux les plus lourds. Ceux qui sont négligés lors des dîners de famille, sous-estimés dans les tribunaux ou rejetés parce qu'ils ne se vendent pas. Ce sont souvent ces gens qui tiennent silencieusement des familles entières. Alors, si quelqu'un dans votre vie aime discrètement, remarquez-le. Et si la fierté vous a empêché de dire les mots que quelqu'un mérite d'entendre, n'attendez pas aussi longtemps que nous. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a encore besoin de réconciliation tant qu'il est temps. Et si vous croyez que la dignité, le pardon et la force tranquille comptent encore dans ce monde, j'espère que vous resterez pour la suite.